Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Le sujet de notre présente capsule, c'est le système des méridiens. Donc c'est un cours de théorie fondamentale de première année qui vise à présenter ce système. Comme toujours, je voudrais insister sur l'aspect pratique de ce cours. Il ne s'agit pas simplement d'empiler des connaissances, mais de bien comprendre la fonction pratique de chacune des connaissances que nous allons accumuler. Aujourd'hui, si le système des méridiens nous intéresse, c'est parce qu'il a une importance capitale. D'abord pour l'établissement du diagnostic, ensuite pour la pratique du traitement. Pour le diagnostic, parce que vous vous souvenez que dans la définition du diagnostic à laquelle je vous renvoie, il est toujours question de préciser la localisation du pervers. Cette localisation du facteur pathogène ne se fait pas selon des coordonnées mathématiques. Il ne s'agit pas de localiser un problème dans l'espace par un abscisse ordonné, mais de saisir le ou les méridiens concernés. S'agit-il du méridien tendinomusculaire? S'agit-il du méridien principal? S'agit-il d'une partie du trajet du méridien interne? Une réponse précise à la question de la localisation du facteur pathogène implique une connaissance des méridiens et d'abord dans l'ensemble du système des méridiens. Ensuite, c'est également important pour le traitement puisque vous savez que les méridiens principaux sont porteurs de points d'acupuncture, et points d'acupuncture par la stimulation desquels nous exerçons un traitement en acupuncture. Mais ces méridiens sont aussi importants en médecine manuelle, puisqu'on masse bien des méridiens tendinomusculaires, ce sont des méridiens. Et enfin, c'est important en pharmacopée et en diététique parce que tous les produits que nous étudierons ont un tropisme. Qu'est-ce que c'est qu'un tropisme? C'est le méridien destinataire, le méridien vers lequel se dirige le produit une fois ingéré. Voilà, ces produits ne vont pas simplement dans l'estomac puis dans les intestins avant d'être évacués. Ils sont orientés, aimantés en quelque sorte par des méridiens où ils vont produire leurs effets. Voilà, j'espère qu'on commence à comprendre un petit peu mieux les raisons, à la fois donc pour le diagnostic et pour le traitement, les raisons qui nécessitent l'étude du système des méridiens. L'étude de la topologie systématique des méridiens. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, puisque j'emploie sans cesse ce mot, qu'est-ce que c'est qu'un méridien? Mai en chinois ou bien Jingluo. Un méridien, c'est une voie de circulation de l'énergie dans le corps. Alors, ces méridiens ont pu être assimilés par certains auteurs au système nerveux et ou au réseau sanguin, mais ils ne s'y réduisent pas. Ils sont pour l'essentiel immatériels. Ils n'ont pas de réalité matérielle, d'où le déni d'ailleurs des sciences biologiques ou médicales occidentales fondées sur un paradigme matérialiste. Je ne vais pas insister là-dessus. Par ailleurs, ils sont liés à des fonctions physiologiques, même quand ils ne sont pas directement liés à des organes à entrailles, comme c'est par exemple le cas des méridiens curieux, Qijingbamei, les 8 merveilleux vaisseaux, dont nous aurons évidemment à reparler. Ce sont donc, si vous voulez, des réalités vivantes ou agissantes et qui fonctionnent en réseau, selon les relations yin-yang, biaoli, haut-bas, intérieur-extérieur. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion d'évoquer tout de suite la fonction générale des méridiens et des méridiens collatéraux. Ils font communiquer la surface et la profondeur, le haut et le bas, les organes et les entrailles. Ils assurent la communication des parties et la cohérence de l'ensemble du corps. Donc, première fonction générale de ces méridiens et collatéraux, des Jing et des Luo, une fonction de communication. Deuxièmement, ils permettent la circulation du Qi et du sang, pour nourrir les organes et entrailles et les tissus corporels, pour régler les excès
et les insuffisances pour assurer les équilibres ou l'harmonie du corps. Donc deux fonctions générales, une fonction de communication et une fonction de circulation. Bon, alors vous savez que sur cette chaîne, nous nous consacrons plus particulièrement à la MTC, à la médecine traditionnelle chinoise. Pas que, mais essentiellement à la médecine traditionnelle chinoise. Je dis cela parce que l'Inde et la médecine ayurvédique a aussi son système de méridiens, mais il n'est pas tout à fait identique à la modélisation qu'en propose la Chine. Dans cette capsule, et en général sur cette chaîne de podcast, nous nous consacrons à la modélisation particulière de la médecine proposée par la Chine. Enfin, en tout cas, elle restera centrée sur la modélisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle en épistémologie le paradigme, le schéma scientifique proposé par une certaine Chine. Cette Chine qui a élaboré le modèle de la médecine traditionnelle chinoise dans les années 1950-1962 et qui n'est pas exactement superposable à toutes les pratiques héritées des différents horizons traditionnels de la Chine ancienne. Je pense par exemple à la tradition que vous pouvez trouver encore aujourd'hui dans la famille Tong. Je vous renvoie à l'acupuncture Tong à Taïwan. Et attention, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Je ne dis pas qu'il y a un modèle qui serait meilleur que les autres. Je dis simplement qu'il faut se situer à l'intérieur d'un modèle précis, en connaître les limites et ne pas prétendre lui faire dire plus qu'il n'en dit. Bon, ces précautions posées, on pourrait résumer le système des méridiens de la manière suivante. D'abord, il y a évidemment 12 méridiens principaux, 12 Jingmai, avec leurs 12 méridiens distincts, Jingbié, tous associés à des organes ou à des entrailles. Un méridien du cœur, un méridien de la vessie, un méridien du poumon, etc. Et nous préciserons dans des capsules spécifiques ce que sont les méridiens distincts et quelles sont leurs fonctions spécifiques. Ces 12 méridiens principaux ne doivent évidemment pas être confondus avec les merveilleux vaisseaux, dits aussi curieux ou extraordinaires selon les traductions, Qi Jing Ba Mei en chinois, sans relation directe avec les organes et entrailles. C'est ce qui caractérise ces merveilleux vaisseaux, mais ayant tout de même une relation privilégiée avec le Qi originel, avec le Yuan Qi. On fera de ces 8 merveilleux vaisseaux, évidemment, une présentation séparée. Pour ce qui est du système des ramifications, des luo, comme on dit en chinois, L-U-O, évidemment vous retrouvez tous ces termes dans le descriptif qui est en dessous du podcast. Ce système de ramification comprend 12 ramifications ou vaisseaux collatéraux, des jingluo en chinois, qui comportent un réseau de ramifications luo primaires, dit aussi grand-père ou longitudinaux, de luo secondaires, transversaux et de luo tertiaires. Mais attention, au niveau des nombres, ça se complexifie. On considère qu'il y en a en fait 15 ou 16 ramifications collatérales distinctes, des biais-luo, un par méridien principal, évidemment, donc 12 au total, auquel il faut rajouter 4 grands luo, le luo du Dumei, le luo du méridien gouverneur, donc, le luo du Zhenmei, le luo du méridien conception, donc, un grand luo de la rate, et on rajoute parfois, selon les auteurs, un 16e luo pour l'estomac, dit grand luo de l'estomac. En plus du luo ordinaire de l'estomac, certains auteurs ajoutent le grand luo de l'estomac à ce système des ramifications. Ce système de ramifications se complexifie en d'innombrables ramifications. Le terme innombrable a son importance. Ces ramifications innombrables ou indénombrables tellement elles sont nombreuses comprennent les luos tertiaires qui se subdivisent eux-mêmes
en luo petit-fils, en fu luo, luo superficiel, et en xue luo, luo sanguin, lié au sang. Ces ramifications-là, j'insiste bien là-dessus, ne sont ni 12, ni 15, ni 16. Elles sont en quantité innombrable. Bien, nous y reviendrons sans doute. Ensuite, le système se double de méridiens tendino-musculaires. Je dis double parce que il y a 12 méridiens tendino-musculaires qui sont des chaînes musculaires sans lien par elles-mêmes avec les organes et entrailles dont elles portent le nom, mais elles doublent d'une certaine manière les méridiens principaux dont elles épousent le trajet. Nous préciserons cela dans des podcasts spécifiques, bien sûr. Ces méridiens tendino-musculaires sont ce qu'on appelle en chinois des jingjing, mais les non-chinois, évidemment, n'ont pour nous qu'une importance tout à fait relative. On peut finir par les pibou, les 12 pibou, c'est-à-dire les 12 zones cutanées, qui parachèvent, si vous voulez, pour en avoir une vision à la fois complète, bon, pour le moment assez superficielle, mais tout de même exhaustive, ce système des méridiens. 12 pibou ou zones cutanées qui, comme vous le devinez, ont une relation tout de même relativement étroite avec les 12 méridiens principaux. Voilà pour la topologie générale du système des méridiens spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise. J'espère que cette présentation, qui a la prétention d'être exhaustive, reste quand même suffisamment claire et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos cours de médecine traditionnelle chinoise avec Énergie Tradition Santé. Belle journée à tous!